Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, monsieur le préfet, mesdames et messieurs. Je vous remercie pour votre présence à l'occasion de ce colloque sur l'intelligence économique que nous organisons avec deux partenaires majeurs du territoire en ce domaine. Tout d'abord les services de l'État qui se sont fortement mobilisés et que vous avez pu rencontrer tout au long de l'après-midi. C'est la raison pour laquelle je vous remercie tout particulièrement, monsieur le préfet, pour avoir permis la présence de ces services. Et l'IUT d'Auxerre, à travers la personne M. Pierre Deplanche, que nous avons régulièrement le plaisir d'avoir parmi nous, et qui œuvre sur ce vaste champ de l'intelligence économique depuis de nombreuses années, au bénéfice aussi et toujours de nos entreprises. Toute entreprise est traversée au quotidien par trois types de flux. Deux flux que nous connaissons bien dans cette assemblée, dans cette salle, les flux matières et les flux financiers. Le troisième flux, lui, est immatériel. C'est celui de l'information. Il est impalpable et c'est pourtant un flux tout aussi, sinon plus important aujourd'hui. Car l'information doit être considérée comme une matière première majeure qu'il faut savoir capter et protéger. En effet, construire la stratégie de son entreprise, prendre la bonne décision, faire le bon choix, est intimement lié à l'accès et à la maîtrise de l'information stratégique. La protection de ces informations stratégiques, et donc des données des infrastructures, est donc essentielle. Et ce sujet n'est pas exclusif aux entreprises du CAC 40 ou aux grandes entreprises de grands groupes internationaux, car plusieurs milliers d'entreprises françaises sont victimes chaque année de concurrents étrangers ou de piratage. Un exemple tout récent, Vinci hier. On pourra peut-être en parler au cours de la soirée. La meilleure porte d'accès à l'entreprise est donc, malheureusement, son système d'information. Selon un rapport du spécialiste de la sécurité informatique, Symantec, en 2015, 77% des PME françaises auraient été concernées par de cyberattaques. Là encore, on pourra peut-être commenter ce chiffre. Toute entreprise représente une cible potentielle sur son marché. Car l'information détenue dans cette entreprise, aussi petite soit-elle, peut représenter un intérêt majeur pour des entreprises concurrentes à des milliers de kilomètres qui sauront, elles, mobiliser des moyens peu connus par nous pour soit capter cette information, soit réduire le risque concurrentiel que ces entreprises peuvent représenter. Ces méthodes s'appuient en grande partie sur la mobilisation de services comme le MI6 britannique qui mobilise 60% de son travail au renseignement économique, ou dans un plus grand pays encore, la CIA, elle c'est 50%. Alors qu'en France, nous ne mobilisons que 5% au service de ce renseignement économique. La NSA également, sous couvert d'assurer la sécurité nationale, s'intéresse à l'économie et ses méthodes dites de chalutage, est en mesure d'intercepter 60 millions de communications téléphoniques par mois, en France, chez nous, pour ensuite extraire les données économiques, juger stratégiques et les orienter. Les mesures protectionnistes ont explosé depuis la crise de 2008, associées à des droits de douane exorbitants ou des attaques normatives. Car imposer ces normes à ses concurrents, c'est s'octroyer un avantage significatif, car qui fait la norme fait le marché. 150 000 normes sont en vigueur en Chine, 7 fois plus que dans l'Union européenne. Et certains domaines stratégiques, comme l'aéronautique, imposent d'obtenir une certification chinoise, un processus de certification synonyme d'examen approfondi des produits et des processus de fabrication. Le nouvel outil de guerre économique imaginé dans les années 70 aux États-Unis, qui a pris une ampleur sans pareille depuis la crise de 2008, est le FCPA, le Foreign Corrupt Practice Act. Le FCPA est une loi qui s'applique extraterritorialement. Cette loi vise la corruption à l'étranger et a la particularité de viser les personnes physiques comme les personnes morales américaines et non américaines, s'il est établi un lien de corruption avec le territoire américain, même si l'entreprise est établie en Australie ou au Japon. En 2013, 9 des 10 amendes exercées ont concerné des entreprises non américaines.
dont 3 groupes français. BNP Paribas, qui a dû payer une amende record de 6,6 milliards d'euros, mais également être placé sous tutelle du fisc américain et du FBI pour pouvoir continuer à utiliser le dollar. Le Crédit Agricole est dans une situation certes moindre, mais similaire malgré tout. D'autres pays s'intéressent à cet outil, comme le Royaume-Uni, qui s'est doté en 2010 du très sévère UK Bribery Act, et dont les premières sanctions sont attendues en 2016. Depuis quelques années, nous avons l'habitude de parler de l'environnement mouvant dans lequel évoluent nos entreprises. Aujourd'hui, on peut le dire, ce terme est un doux euphémisme. Face à cette partie qui se joue à l'échelle planétaire, où chacun tente d'imposer ses règles, les entreprises françaises doivent être accompagnées pour mieux comprendre l'environnement dans lequel elles évoluent. C'est le travail de notre CCI qui, quotidiennement, intervient pour faciliter la recherche d'informations utiles aux entreprises aux côtés des services de l'État, comme par exemple la gendarmerie, qui propose un diagnostic sécurité afin de se prémunir des risques de cybercriminalité. Mais comment combattre juridiquement contre le vol d'informations au regard du manque de textes de loi précis à ce sujet en France sur le vol de données immatérielles? Comment accompagner le développement des entreprises dans le financement de leurs projets quand l'accès aux fonds de pension inexistants en France oblige l'entreprise à ouvrir ses portes en fonction capital à certains pays, avec le risque non négligeable de déstabilisation qui peut exister. Dans son rapport en 1994, en matière d'intelligence économique, Henri Marc, ancien PDG d'Aérospatiale, je crois, rappelait que la maîtrise de l'information économique est la clé de la compétitivité des entreprises. Aujourd'hui, cette maîtrise globale de l'information économique est incontournable. Elle doit être associée à une politique économique nationale et européenne, dotée de moyens permettant aux entreprises françaises d'exister afin de perdurer dans un environnement concurrentiel de plus en plus agressif. Un des axes de travail de l'intelligence économique est le lobbying, et pour développer tout particulièrement les enjeux que représente la maîtrise de l'influence, je suis très heureux d'accueillir ce soir M. Nicolas Tenzer. M. Tenzer, vous êtes directeur de la revue Le Banquet, vous êtes fondateur du CERAP, qui est le Centre d'études et de réflexion pour l'action politique, et vous allez nous présenter ce sujet, l'influence que nous subissons, celle que nous devons exercer. Vous avez même des propositions pour la France et pour les acteurs publics et privés. Je conclurai ces propos un petit peu trop longs avant vous en disant que nous avons organisé tout au long de la journée 6 conférences. Nous avons accueilli une soixantaine d'entreprises qui ont participé à ces 6 conférences et je souhaite que certains participants, s'ils ont apprécié, ou s'ils ont des questions à poser, qu'ils n'hésitent pas à les poser. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne conférence avec nos amis de très haut niveau qui vont nous entretenir. Merci à tous. Je vais en premier lieu parler de l'attractivité de l'économie et des entreprises, car si on place sous le prisme attractivité la question de l'information stratégique et de la sécurité économique prend tout son sens. Quelles sont les caractéristiques de l'attractivité en France? Si je reviens sur les 10 dernières années, une bonne dizaine d'années, en reculant dans le temps, on a une politique d'attractivité dans notre pays qui devient plutôt efficace, et il faut de ce point de vue-là relativiser la notion de boulet fiscal. Si on prend les années les plus récentes, 2014-2015, la concurrence est extrêmement vive entre pays, et en Europe c'est un match à 3 en termes d'attractivité. Le premier pays attractif, c'est la Grande-Bretagne, suivi d'Allemagne depuis 2006, et suivi de la France qui est en 3e position. C'est une concurrence extrêmement organisée entre les États. Et il n'y a pas de fatalité. L'Allemagne a redressé son attractivité qui était fortement dégradée, le classement n'était pas tout à fait le même, après des gros efforts sur la compétitivité. C'était déjà les années Schröder et Hartz. Hartz, c'était le ministre de l'économie allemand.
Et la France commence à redresser son attractivité depuis les années 2013, 2012, 2013, 2014, dans un contexte européen, il faut bien le dire, plus sécurisé. Quels sont les facteurs d'attractivité qui, justement, font que notre pays commence à se redresser, outre les différentes réformes? Les facteurs exogènes, la compétitivité énergétique, notamment grâce à un mix énergétique dans notre pays. J'ai rédigé ça, je ne pouvais pas préjuger qu'on aurait une petite partie du parc de nos centrales nucléaires qui serait un peu en difficulté juste avant l'hiver, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une rupture dans l'approvisionnement, ça veut dire que l'approvisionnement électrique pourrait être nettement plus cher, ce qui est une autre affaire. Et puis la parité entre l'euro et le dollar, ce qui fait d'ailleurs que les États-Unis, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, est le premier investisseur étranger en France, et les investissements américains représentent à peu près 32% des emplois qui ont été créés et maintenus, et en 2015, il y avait 176 projets d'investissement américains en France sur un total d'un petit millier, 962. Ça vous donne un peu. L'Europe attire de son côté 20% des investissements dans le monde. La Chine, 9%. Ça veut dire que l'Europe est la première destination en termes d'investissement au monde. Et les trois premiers pays européens, j'ai cité, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, représentent ces trois-là 20% des 50%. Donc on est vraiment très au-dessus. Quelles sont les caractéristiques des investissements en France? La France, ce n'est pas totalement intuitif. C'est la première destination industrielle en Europe, en tout cas sur les années 2014 et 2013. Ce sont 231 implantations contre 131 en Allemagne et 71 en Grande-Bretagne. Je dis parce que ce n'est pas totalement intuitif. La différence, c'est que ce sont plutôt des petits projets. Grosso modo, en moyenne, entre 20 et 30 emplois. En revanche, c'est plutôt 40-50 en Allemagne. Et la difficulté, c'est qu'on a du mal, l'Allemagne, comme la France et l'Italie, fortiori, sur le plan industriel, à rivaliser avec des pays comme la Pologne, qui est la star de l'attractivité industrielle pour la partie est de l'Europe. Et en moyenne, les implantations, les investissements industriels en Pologne, c'est une moyenne de 139 salariés. Et la Russie, en moyenne, c'est 262 salariés. Mais il est vrai que ces deux pays-là, pour ne citer que ces deux-là, et en particulier la Russie, surtout la Russie, et les pays satellites qui servent de tampon avec l'Europe, bénéficient d'une grande compétitivité des salaires et d'infrastructures importantes qu'il ne faut pas estimer dans la partie ouest de la Russie. En France, il n'y a pas de barrière administrative à l'entrée, mais les investisseurs étrangers ont la perception que l'entreprise aura du mal à diminuer ses salariés, donc sa masse salariale, lorsqu'il y a une baisse de capacité de production ou un problème de marché. C'est la perception. En revanche, la perception que l'on a sur la Grande-Bretagne, c'est l'hyperflexibilité, et la perception qu'ont les investisseurs en Allemagne, c'est la promesse client beaucoup plus claire. Et en clair, ça signifie la capacité de réexporter des produits industriels vers l'Est, et l'Allemagne est considérée par les investisseurs comme bénéficiant d'un hinterland vers l'Est de l'Europe beaucoup plus favorable que la France, dont l'interland est plutôt le sud de la Méditerranée. Je ne sais pas si Nicolas dira des choses équivalentes, on fait venir en géopolitique. En tout cas, c'est la vision qu'en ont les investisseurs, plutôt tournés vers le sud pour la France, plutôt tournés vers l'Est pour l'Allemagne. Au total, s'agissant de la France, 80% des investisseurs étrangers sont plutôt satisfaits de la France, mais 45% en ont une image brouillée. Ils considèrent les uns comme les autres que le salarié français est certes coûteux. En moyenne, le coût horaire du salarié en Europe, c'est 30 € de l'heure. France et Allemagne, on a des coûts maintenant équivalents, voire légèrement inférieurs, grâce à l'effet CICE pour la France. C'est à peu près 37 € de l'heure. Donc des coûts inférieurs.
mais en tout cas, il y a un écart de 7 à 9 euros par rapport au coût moyen horaire en Europe. Mais en revanche, tous les investisseurs s'accordent à considérer que le salarié français est l'un des coûts productifs. On est sur un classement entre le 4e et 5e rang mondial. Et l'Europe restera de toute manière une destination industrielle. Et par-dessus le marché, les investisseurs étrangers, surtout quand ils viennent d'outre-Atlantique, considèrent que notre pays est un pays, je cite, béni des dieux pour la logistique industrielle. En termes d'accueil de projets et de sièges sociaux, je vous ai dit l'importance des implantations industrielles, y compris la logistique industrielle, ce qui veut dire qu'on a constaté qu'il y avait une corrélation macroéconomique entre des coûts salariaux, des coûts de main-d'œuvre qui étaient élevés, ce qui est souvent mis en avant de manière un peu rapide et un peu étroite pour la France, et la forte productivité. Il y a une corrélation macroéconomique. Là encore, ce n'est pas intuitif, il n'y a pas grand monde qui le dit. Ce qui veut dire que quand je dis que 80% des investisseurs en France sont plutôt satisfaits de ce qui se passe en France, c'est que pour eux, ce système de corrélation entre forte productivité et coût élevé de la main-d'œuvre, y compris une main-d'œuvre formée, est considéré comme une aménité favorable. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que quand on fait le top 5 européen en termes de projets d'implantation de sièges sociaux, là encore j'ai l'année 2015, Grande-Bretagne 60, Allemagne 20, France 11, l'Irlande entre 15 et 16. Mais l'Irlande fait littéralement du dumping fiscal, on l'a laissé faire, y compris lorsqu'elle a bénéficié de flux bancaires de renflouement dans des conditions extrêmement favorables il y a quelques années. S'agissant de la capacité à accueillir de nouveaux clients, l'Allemagne numéro 1, et je pense notamment des Chinois, l'Allemagne numéro 1, la Grande-Bretagne numéro 2, la France est numéro 3, mais très loin décroché derrière les deux premiers. Et la vision des investisseurs étrangers, c'est que la France a beaucoup d'atouts qui les intéressent, et c'est pour ça que je vous ai dit que je parlerai d'abord d'attractivité et ensuite d'intelligence économique. C'est que ce qui est mis en avant dans les facteurs d'attractivité de notre pays, c'est d'une part les capacités d'innovation. La French Tech, ce n'est pas qu'une expression, c'est considéré pour les étrangers comme étant littéralement une marque, parce que de fabriquer une belle marque. L'attraction des talents, là encore, on se plaît à se lamenter sur les Français qui partent, qui au Canada, qui aux États-Unis, etc. On oublie de dire le nombre d'étudiants, de chercheurs étrangers venant du Moyen-Orient et d'Afrique, voire d'Asie, qui viennent faire leurs études en France et qui restent comme chercheurs. L'entrepreneuriat est considéré comme étant extrêmement accessible et facile. Que ce soit un statut de start-up, SAS ou autre, ou d'auto-entrepreneur, selon les cas. Et puis, il y a trois ou quatre grandes transitions qui font de notre pays, transitions qui sont plutôt considérées comme maîtrisées par notre pays, qui font de notre pays, qui confèrent à notre pays, pardonnez-moi, une image très attractive. Le numérique, logique, la santé et les biotechnologies, les infrastructures et l'énergie, et la culture, là encore c'est pas intuitif. Je rappelle néanmoins que la culture en 2015, c'est 1,3 million d'emplois, c'est 4 milliards de chiffre d'affaires, c'est-à-dire plus que l'automobile. Voilà le tableau sur l'attractivité. Mais nous sommes dans une économie ouverte qu'il faut protéger. Quels sont les risques? La France est le 5e pays pour l'exportation en stock d'investissements d'origine étrangère, c'est-à-dire des capitaux français qui vont exporter, se placer au monde. C'est le 4e pays d'accueil, là encore, en stock d'investissements d'origine étrangère entrant. Ceux qui entrent dans notre pays, les 3/4 des capitaux qui rentrent, viennent des pays développés. Les chefs notamment des États-Unis. Premier investisseur,
des États-Unis. En 2015, à peu près 100 milliards de dollars. Et je vous le disais, les Américains, les firmes américaines, les entreprises américaines sont le premier employeur étranger en France. On compte à peu près 450 000 emplois. La France exporte 150 milliards d'investissements d'origine étrangère, des capitaux français, qui se placent à l'extérieur. La première cible pour la France, les États-Unis. Donc, dans ces conditions-là, le premier risque, avec des flux financiers et capitalistiques de cette nature, c'est un risque de prédation capitalistique. À ce titre, les services de renseignement français, le chiffre n'est pas tout à fait exact, Monsieur le Président, les services de renseignement français ont un tableau de suivi, les services de la DGSI, ont un tableau de suivi avec Bercy, dans le cadre du service de l'information stratégique et de la sécurité économique, de tous ces flux sortants, mais surtout ces flux entrants. Car les atteintes financières sont, après les atteintes informatiques, premier rang, les atteintes au savoir-faire, deuxième rang, les atteintes financières figurent au troisième rang des attaques ou des atteintes recensées dans notre pays. 10 secteurs sont des secteurs à risque et font l'objet de ces atteintes. Là aussi, biotechnologie, santé, numérique, aéronautique et spatiale, l'énergie, santé, médicale, je l'ai dit, sécurité et défense, qu'on appelle Homeland Security, où on est souvent en rivalité avec des firmes américaines ou israéliennes. Et conformément au plan national d'organisation du renseignement, ces secteurs, je le dis, sont suivis par la DGSI au titre des entreprises stratégiques avec Bercy. On a des seuils de vigilance selon la part de capital qui serait flottant et qui fait l'objet d'une alerte en fonction de ce qui se passe, soit dans des échanges immatériels boursiers ou dans des OPA stratégiques, etc. Donc, première chose, c'est la prédation capitalistique, puisque de toute manière, ce qui relève des atteintes numériques ou de savoir-faire sont, je dirais, des procédures assez classiques. Pas facile à maîtriser, mais assez classiques. Et on oublie la prédation capitalistique. Les moyens et les parades, il y en a 4. Et nous avons une législation assez complète dans ce domaine, notamment pour ce qui est des échanges. D'abord, il y a des procédures d'autorisation préalable d'investissement étranger. Dès lors que le seuil est déclenché, il y a un seuil, et puis on regarde en fonction de l'entreprise, etc. C'est une réglementation qui n'est pas finalement trop ancienne. Le premier décret, c'est un décret qui date de 2005, le 30 décembre 2005, qui a été réactualisé le 7 mai 2012, qui est plutôt orienté défense, sécurité publique et ordre public. On voit très bien ce qui nous intéresse à ce moment-là. Plus récemment, c'est un décret du 14 mai 2014, dit décret Alstom, ou Montebourg, si vous voulez, avec 6 secteurs qui apparaissent comme protégés et avec la notion d'opérateurs vitaux. Secteur de l'eau, des transports, de l'énergie, de la santé, du numérique pour faire large, des établissements et ouvrages d'importance vitale. Tout ceci, pour ceux qui seraient curieux, est codifié au Code monétaire et financier. Et le principe, je vous l'ai fait très sommaire, c'est que dans ces secteurs, tout acheteur étranger doit signaler à Bercy ce qu'il a envie de faire et à quelle hauteur, ce qui peut générer un refus, une acceptation sous condition. C'est des procédures complexes, lourdes, souvent bilatérales voire trilatérales, c'est-à-dire entre les entreprises et les gouvernements s'en mêlent, des deux pays, et avec des négociations et des lettres d'engagement. Deuxième régime de protection, auquel on ne pense pas souvent, mais qui prévaut, y compris dans notre département, c'est la mise en place d'une zone à régime restrictif. C'est plutôt, pour le coup,
un dispositif qui vise à protéger le patrimoine d'une entreprise, matériel et immatériel, en interdisant dans telle ou telle entreprise l'accès libre à un certain nombre de personnes. D'abord, ça signifie que les chefs d'entreprise et les entreprises font un travail de classement de l'information sensible, l'objectif étant d'empêcher l'intrusion d'investisseurs étrangers. Donc on va formuler une protection juridique administrative des lieux et on va contrôler des personnes avec des obligations qui ont trait à la défense de cette protection. Et c'est un dispositif qui est un petit peu lourd, mais qui est extrêmement efficace. En fait, compartiment dans les entreprises des zones, qui est parfaitement encadré et qui est suivi par les services compétents de la DGSI dans un certain nombre de cas ou de la DPSD s'il s'agit d'industrie de la défense. Il existe 450 zones de circulation restreinte ou d'accès restreint en France. Chaque année, 30 à 40 zones de plus sont déterminées, des arrêtés ministériels. Il s'agit de prévenir quatre risques: l'affaiblissement économique, la prolifération, les atteintes terroristes et l'atteinte à l'armée et au trafic d'armes. J'ajoute, troisième parade, une intervention directe des pouvoirs publics via des fonds, par exemple BPI France, l'APE, la Caisse des dépôts, plus rarement, comme investisseur visé, qui peut le faire. Et ce matin, je regardais, c'était je crois dans les Échos, la Direction générale de l'armement en appelait à la constitution d'un fonds dédié pour justement aller assister les PME qui travaillent comme sous-traitants de rang 2, voire 3, pour les industries de défense, l'aéronautique ou l'aérospatiale. Donc on voit très bien qu'on a des outils, pas forcément bien adaptés, mais en termes de masse, j'entends, et qu'on va finir par trouver une position qui peut se traduire dans les entreprises par un pacte d'actionnaires. Et je rappelle pour ceux qui citeraient l'expression que la Golden Share ne concerne que des sociétés privatisées. Donc ça peut s'appliquer à Renault et ça ne peut pas s'appliquer dans tous les cas. Enfin, quatrième parade, il faut avoir en tête, pourquoi on a quand même un arsenal législatif qui est ce qu'il est. On est quand même dans une économie ouverte, organisation du commerce international, on ne peut pas faire n'importe quoi, on est dans une économie européenne, donc on a quand même un arsenal, c'est ce qu'on appelle la loi de blocage. Alors c'est une loi extrêmement ancienne, enfin extrêmement ancienne, oui, ça commence à dater, c'est la loi du 26 juillet 1968. C'est une loi de protection du secret des affaires, dite loi de blocage. Concrètement, c'est l'interdiction de communiquer des éléments relatifs à l'activité économique, commerciale, financière et industrielle, de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels à la France ou à l'ordre public. Cette loi, un peu historique, de 1968, a été complétée par une loi du 16 juillet 1980 qui élargit les champs et qui vise aussi des éléments qui peuvent servir de preuve dans le cadre de procédures judiciaires. Il y a des procédures judiciaires qui sont, ou civiles, qui peuvent porter une atteinte très grave à des intérêts essentiels commerciaux, industriels d'entreprise, et partant, quand c'est des entreprises considérées comme stratégiques, qui portent atteinte à la souveraineté nationale. Je pense par exemple, comme outil de captation d'informations, une utilisation avisée, malveillante, de l'article 145 du Code de procédure civile. Je vous invite à aller regarder ce que cela permet de faire. Et c'est assez systématiquement utilisé, avec des huissiers qui viennent saisir des informations dans le cadre d'une procédure. Très très particulier et qui est souvent utilisé notamment par les entreprises américaines. Ça fait partie des bonnes relations qu'on a avec eux. On investit chez eux, ils investissent chez nous. Bon, là on regarde. Hein? Alors, pourquoi cet arsenal? Parce que le risque évolue. Alors on va parler d'investissement chinois. L'investissement chinois, le stock en France, c'est 3 milliards d'euros. Le stock. Sur un stock d'investissement extérieur de 600 milliards par an.
milliards, 600 milliards. Bon, ils viennent de ce pays, la GIA. Est-ce que c'est stratégique? Je ne sais rien. Mais enfin, il ne faut pas non plus exagérer. Ça, c'était en 2015. La nouveauté, c'est qu'il y a 10 ans, je vais le dire méchamment, les Chinois procédaient par captation. Maintenant, ils achètent. C'est mieux parce qu'on a des armes qui nous permettent, quelque part, de bloquer si on estime que les intérêts stratégiques sont en jeu. Dernier point, c'est question d'attractivité. J'ai fait un petit peu, tout préfet que je sois, un peu de géopolitique économique. Je vous ai dit quels sont les risques et les parades. Maintenant, comment l'État organise la défense et la sécurité économique. Parce que c'est comme ça, dans notre pays, l'État, et parce que dans aucun pays, l'État ne se désintéresse de ses affaires. La prise de conscience est assez progressive. Il faut effectivement attendre le rapport de 1994, rapport Marc, au commissariat général au plan, puis un autre rapport qui est en 2003, le rapport Carillon, qui débouche sur la création d'une structure un peu fédératrice de tout ce qui existait épars dans les différents services de renseignement en France. En 2003, on crée un délégué à l'intelligence économique qui est placé auprès du secrétaire général de la Défense nationale, la GDN. Et la délégation interministérielle à l'intelligence économique vit sa vie entre 2009 et 2013, puis est rattachée en 2009 au Premier ministre, donc au monde d'apprendre. Et puis en janvier dernier, en janvier 2016, on en tire encore des conséquences et on crée un service à compétence nationale qui est placé auprès de Bercy. C'est le service de l'information stratégique et de la sécurité économique avec un commissaire à l'information stratégique et sécurité économique qui est placé auprès de Bercy, mais qui a une vocation transversale, interministérielle. Il nous sert pour nous de porte d'entrée auprès des services de renseignement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des remontées directes via les services de renseignement. Mais globalement, quand on est sur le champ des informations stratégiques et de la défense économique, on va passer par ce service interministériel. Les missions, du reste, sont toujours inchangées pour l'intelligence économique, ce qu'on appelle l'intelligence économique. C'est collecter, analyser, valoriser, diffuser et protéger l'information économique stratégique. Simplement, on a une approche, nous en France, c'est peut-être pour ça qu'on a mis un peu plus de temps, peut-être un peu moins pragmatique. On a une approche un peu plus globale de la collecte et du traitement de l'information et de la sécurisation de celle-ci. On fait aussi un énorme travail de prévention et de management des risques. Dans le champ de l'entreprise stratégique dans un département comme le nôtre, il est clair que les services spécialisés de la DGSI et en premier lieu les services des référents sûreté en police, de gendarmerie interviennent chacun dans son champ de compétences pour aller faire des diagnostics gratuits auprès des entrepreneurs, très charge à eux de les suivre, y compris d'ailleurs pour éviter des cambriolages banals, une grande banalité, parce que ce n'est pas suivi. Et puis, lorsqu'on entend gamme, ce sont les services spécialisés de la DGSI qui, pour les entreprises, font des visites. Souvent d'ailleurs, ils m'accompagnent dans les visites, on va regarder ensemble, plus ils font leur travail, pour suivre exactement et faire un reporting auprès des instances ministérielles ou interministérielles. Donc il y a un gros travail de prévention qui est fait, qui est assez systématique. À l'échelon central, on va utiliser, on va mettre en œuvre les notions de lobbying très classiques et d'utiliser les ressources diplomatiques. Il fait quoi? Je vous l'ai dit, il y a un organisme qui est assez récent mais qui en prend la suite de différents organismes. C'est ce commissaire interministériel à la sécurité économique et stratégique, qui est en fait le centralisateur porte d'entrée. Quand il y a un investissement, puisque nous-mêmes détenons préfecture de région, préfecture de département, souvent on a des informations. Quand il y a des informations qui nous posent question, parce qu'on doit se poser des questions, on fait remonter immédiatement à ce service qui va ensuite traiter la question, nous faire une descente ou autre, ou activer des services
sans nécessairement qu'on le sache. Et puis vous avez des organismes qui traitent les informations, la DGSI, je l'ai dit, c'est un peu plus de 5% de leur temps, je puis vous l'assurer. La DPSD, au titre des affaires de défense, Tracfin, ne pas oublier le Trésor, la direction du Trésor, qui joue un rôle extrêmement important. Bref, il y a toute une chaîne de collecte de l'information qui est organisée dans notre pays. On a la faiblesse de penser, parce que ça a été un peu copié, en tout cas on cherche à la copier, qu'elle a une certaine efficacité, et le préfet de région joue un rôle de coordination, et son capillaire, les préfets de département, en fait, les uns comme les autres, on fait la même chose, on joue le rôle de la poignée d'éventail dans une politique publique. Je pilote pour Lyon, mon collègue Lanière, mon collègue de son mémoire, pilote en pleine compétence l'action de l'État en matière de protection du patrimoine économique. Tout ceci fait l'objet d'une coordination dans les différents départements. Et nous coordonnons le soutien public engagé dans le développement de l'économie. C'est les deux branches de cette activité. Au total, et je terminerai là-dessus, on est bien dans une politique publique qui vise à préserver et promouvoir les intérêts économiques, industriels, scientifiques, fondamentaux de la nation et d'assurer les moyens de la souveraineté économique de notre pays. Ça, c'est le principe philosophique. Et il est bien identifié par tous les responsables publics sur le territoire comme dans les services centraux que l'intelligence économique, c'est un volet majeur de la défense, de la compétitivité, voire du redressement économique de notre pays. Et il faut savoir, si vous vous en doutiez, que les principaux investisseurs en France, dans l'ordre d'apparition que je vous ai donné, ou nos concurrents, sont bien évidemment les plus offensifs. Parce que ce qui se fait chez nous, vis-à-vis de l'extérieur, se fait de l'extérieur vis-à-vis de nous. C'est pas bien, mais au moins on est sur quelque chose d'équilibré. Donc, un des rôles capitaux de l'administration de l'État dans les départements, dans les régions, c'est de collecter et d'avoir l'information. Je crois que pour certains secteurs en particulier, peu nous importe d'avoir l'information pour le secteur de la quincaillerie. Bon, je n'ai pas rien de péjoratif à dire quincaillerie. Soit que, je vous ai dit qu'il y a 10 secteurs qui sont répertoriés. Si c'est la quincaillerie qui joue un rôle majeur dans la construction des réacteurs nucléaires, on va y regarder. Mais en règle générale, non. Donc l'essentiel est d'avoir l'info, de la collecter l'info, et de vérifier, parce que dès qu'on a l'info, c'est de se poser la question. Nous posons la question. On nous pose la question avec les services de la DGSI, ou du SDRT dans certains cas, ou de ce que peuvent rapporter des référents sûreté, que ce soit la gendarmerie ou la police. On se pose assez systématiquement les questions de savoir si l'information que l'on a collectée, que l'on dispose parfois de manière un peu fortuite d'ailleurs, relève bien du cadre de l'intelligence économique. Et même si l'activité n'est pas soumise au contrôle, je vais citer les 4 cas réglementaires ou législatifs de contrôle sur les capitaux, et ce qu'on doit faire, nous, en premier lieu, et de manière souvent collégiale, c'est de se poser la question et de se poser des questions. Et en fonction de l'analyse que l'on fait sur les questions que l'on pose, on ne les traitera pas nécessairement à notre niveau. Mais on saisira les niveaux appropriés qui feront, eux, leur analyse et prendront des mesures. Il n'est pas du tout impossible, c'est même généralement le cas, nous ne savons pas ce que cette information va devenir. Mais, à la limite, selon les vieux principes, droit d'en connaître, droit de le savoir, on en reste chacun à notre secteur de compétences. Voilà, mesdames et messieurs, je voulais vous parler de l'attractivité de l'économie, avec le rappel de quelques principes qui ne sont pas totalement intuitifs. Et c'est bien parce qu'on parle d'attractivité de l'économie qu'on parle d'intelligence économique. Je vous remercie.
Non, non, ça va. J'ai l'impression qu'il va bien. Alors, ce dont je vais vous parler pour ma part, avant d'avoir une question, d'aborder la séance des questions et réponses, ce sont deux sujets qui me paraissent essentiellement liés, qui sont d'une part la question de l'influence, et logiquement d'ailleurs de la contre-influence, qui fait partie d'ailleurs de ce dont le préfet a parlé à l'instant, et ensuite une question qui est totalement liée, mais donc qui n'est pas très bien encore prise en compte en France, qui est la question de ce qu'on appelle l'analyse du risque politique. Alors pourquoi est-ce que je veux essayer de mettre en quelque sorte en relation ces deux notions qui sont aujourd'hui devenues totalement centrales, tant pour la stratégie des États que pour la stratégie de l'ensemble des organismes économiques. Et d'ailleurs, dans les organismes économiques, je mettrai d'abord les entreprises, bien sûr, mais je mettrai de plus en plus également un certain nombre d'organisations non gouvernementales, et les universités, et les écoles, qui sont aujourd'hui, qui exercent leurs activités dans un contexte mondialisé. Quand on parle d'influence, qui sera mon premier grand point, on parle essentiellement, pour essayer de la définir par touches successives, de 4 aspects essentiels. Premièrement, pourquoi veut-on influencer ? Si on n'en a pas déjà cette question en tête, eh bien, on n'est pas prêt à avoir une politique d'influence. Pourquoi est-ce qu'on veut influencer ? Alors, pour un État, ça peut être des choses très diverses. On influence, par exemple, pour essayer de gagner une négociation, réussir une négociation. On veut influencer pour avoir un certain nombre de partenaires qui sont avec nous lorsqu'on essaye de vendre à la terre entière, ou en tout cas à nos partenaires, un certain nombre d'idées. Prenons un exemple qui est par exemple la COP21, dans laquelle effectivement le ministère français, qui était président à ce moment-là de la COP, a essayé de mobiliser tout le monde. Et mobiliser tout le monde, on va voir, ça fait appel à quand même beaucoup d'acteurs assez différents, qui ne sont pas uniquement les acteurs étatiques et qui sont probablement même plus essentiellement, j'y reviendrai, des acteurs étatiques. On peut vouloir également influencer à moyen terme, à long terme, j'y reviendrai aussi, parce qu'on souhaite que l'image du pays à l'extérieur soit une meilleure image pour attirer, c'est le propos que le préfet a évoqué tout à l'heure, attirer des investissements étrangers, des entreprises, etc., pour mieux créer de l'emploi chez nous. On peut vouloir aussi influencer pour faire passer un certain nombre d'idées. Alors je parlais de l'environnement, mais ça peut être aussi des idées, une doctrine politique, ça peut être évidemment également des idées sur les bonnes pratiques en matière de développement. Enfin, il y a plein d'idées comme ça qui sont très importantes parce que les idées comptent, on y reviendra sur la scène internationale. Pour une entreprise, la stratégie d'influence, elle est un peu différente et en même temps identique. Elle est différente parce qu'elle n'est pas limitée en général, elle n'est pas aussi universelle, elle n'est pas aussi globale que la préoccupation des États. Mais elle est aussi en partie identique parce que qu'est-ce qu'il s'agit de faire ? D'améliorer l'image de l'entreprise, de vendre l'image de l'entreprise. Essayer de dire, mais finalement, cette entreprise-là, oui, j'en ai entendu parler, c'est une très bonne entreprise, elle est performante, elle est compétente, elle est innovante, etc. On peut vouloir aussi se dire, on va essayer à l'étranger de vendre mieux les produits de l'entreprise. Alors ça, c'est pas uniquement d'alliance, mais c'est lié à toute cette dimension, je dirais, commerciale, immédiate, qui est tout à fait importante. Il s'agira aussi, dans un monde de plus en plus concurrentiel, de gagner des marchés par rapport à un concurrent. Et là, on est dans la comparaison. Qu'est-ce qui va permettre à des gens à l'extérieur de différencier les entreprises ? Et puis, on va vouloir également influencer pour que, sur le plan normatif, le président en a parlé tout à l'heure, les normes auxquelles l'entreprise adhère soient des normes qui soient reconnues sur le plan international, et là on se situe sur une dimension de l'influence en amont. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de vendre l'image de l'entreprise telle qu'elle est, la qualité des produits, etc.,
Mais il s'agit de plus en plus, et c'est de cela qu'il va s'agir, de créer le contexte sur la scène internationale à partir de laquelle les entreprises vont pouvoir se trouver les plus confortablement assises et de moins en moins exposées à un risque que les concurrents l'emportent, tout simplement parce que les référents internationaux sont complètement différents. Et on va voir que ça suppose des actions bien précises. Si l'on n'a pas défini, et ça vaut encore une fois pour l'État, l'université, qui cherche à attirer des étrangers, des étudiants étrangers, etc., je pourrais donner plein d'autres exemples, si l'on n'a pas bien défini cette stratégie et vu, dans le cadre de cette stratégie, quelles sont les étapes de conquête des marchés, de conquête de l'appréciation, de diffusion de l'image, etc., on n'a probablement rien compris. Et c'est pour ça qu'il faut, et c'est mon deuxième approche de cette notion d'influence, essayer de bien peser ce qui est de l'ordre du court terme, du moyen terme et du long terme. Pour un État, je vais vous donner un exemple. C'est relativement simple. Je me rappelle, pendant une longue période de ma vie, pendant 2 ans, enfin pas si long que ça quand même, j'enseignais régulièrement en Russie. Pendant 2 ans, entre 2006 et 2008. Et je me rappellerai toujours que le doyen de l'université à l'époque, doyen de l'université qui depuis s'est exilé, pour des raisons que certains d'entre vous comprendront peut-être, qui était très lié au mouvement de droits de l'homme, association ONG Mémorial notamment, etc. Il m'a dit que quand il était jeune, il était un peu plus âgé que moi, donc pendant la période soviétique. Il me disait, j'avais un rêve d'enfant, c'était de voir un jour les chars russes débarquer dans les rues de Moscou. Les chars américains, pardon. Les chars américains, bien sûr, débarquaient dans les rues de Moscou. Et je lui ai interrogé, mais je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu racontes cette histoire? Il me dit, parce que quand j'étais jeune, c'est comme pendant la guerre avec Radio Londres, il y avait une radio qui nous impressionnait beaucoup, c'était Radio Free Europe. Ou l'autre radio, Voice of America aussi, qui diffusait. Et on voyait que c'était des radios d'un pays libre. Et que ce pays libre, on avait envie d'adhérer à ses valeurs. On avait envie que ces gens-là nous exposent l'espèce d'enthousiasme, cette liberté communicative qui nous paraissait si importante à nous, dissidents ou enfants de dissidence, qui était son cas, et qui aspirions à la liberté. Et donc l'image des États-Unis, et ce n'était pas Coca-Cola ou McDo, mais l'image des États-Unis, c'était cette image d'un pays libre. Tu as raison. Et à partir de là, on a beaucoup discuté, et il m'a fait vraiment indirectement réfléchir, et j'ai compris que la question de l'influence fondamentale d'un pays, c'est la manière dont après, il va être spontanément perçu, bien ou mal, dans une grande partie de l'opinion, bien sûr des élites, des dirigeants, de ce qu'on appelle les leaders d'opinion, etc., des journalistes, etc., mais de proche en proche de toute la population. Parce qu'il y a un moment où ceux qui vont s'exprimer, ce ne vont pas être uniquement les élites, mais ça va être les gens qui vont, par exemple, manifester, défiler, protester, adhérer, etc. Et d'ailleurs, bien souvent, on peut dire que l'image des produits est aussi liée à l'image du pays. Ça, c'est vraiment l'influence de long terme. Et je crois que pour une entreprise, il faut essayer aussi de réfléchir à cette image de long terme. Et se dire, qu'est-ce qui fait qu'une marque, qu'une entreprise, elle devient spontanément attirante. Et ce n'est pas quelque chose qui se construit uniquement par de la publicité. C'est quelque chose qui se construit à travers, évidemment, le lien qui me paraît devoir être étroit entre l'image du pays, de la marque, et la réputation, ce qu'on appelle en anglais les reputational issues, c'est-à-dire la question de réputation de tout un domaine d'activité qui va faire que, alors on dit effectivement, Préfet parlait tout à l'heure de la French Tech. Qu'est-ce qui fait que l'idée de French Tech va être, est-ce qu'elle l'est vraiment, je ne sais pas, on peut discuter, mais va être véritablement valorisée.
Qu'est-ce qui fait que le vin français, surtout ici, j'adore en plus le vin de Bourgogne, ça c'est pas faux, qui va faire que que ce vin de Bourgogne, alors certaines grandes marques, je ne vais pas mettre en concurrence toutes les marques, d'abord ce serait trop long, toutes les appellations contrôlées, eh bien on va reconnaître d'ailleurs l'appellation contrôlée par rapport au vin de cépage par exemple. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment que ça va être beaucoup plus important. Mais qu'est-ce qui va faire aussi que vous êtes de plus en plus en concurrence d'ailleurs, enfin peut-être, je ne sais pas s'il y a des vignerons ici dans la salle, mais enfin vous êtes en concurrence avec des... Bon. Et ça aussi, c'est quelque chose qui se travaille. Et qui n'est pas uniquement lié, disons, à la marque Chablis, mais qui peut être lié à plein d'autres choses. Et qui suppose, on va le voir dans les propositions, qui suppose aussi de songer ensemble à ce qu'on peut essayer de valoriser à l'international. Donc ça, c'est le long terme. Puis il y a le moyen terme. Le moyen terme, c'est souvent le moyen terme de grandes négociations. Bon, quand je dirais, alors, négociations climatiques auxquelles j'ai fait allusion, négociations commerciales réussies comme le CETA et qui vont très vraisemblablement ne pas réussir comme le TAFTA, etc. Bon, on peut discuter de tout cela. On est aussi, alors comment est-ce qu'on convainc les gens qu'on a la bonne position ? Mais quand vous êtes sur des négociations commerciales dans un pays sur une question d'implantation, vous êtes très souvent dans une période, et probablement de beaucoup plus aujourd'hui qu'hier, sur des périodes de négociation à moyen terme. Donc il faut tenir sur la distance. Et sur la distance, il faut voir aussi qu'un certain nombre de concurrents vont se révéler, agir de plus en plus, essayer de perturber le jeu de la négociation. Je reviendrai juste après sur la notion de contre-influence, évidemment. Et puis vous avez parfois le court terme. Le court terme, c'est l'immédiat, tout à coup gagner un marché, parfois dans la précipitation, s'implanter parce qu'il faut s'implanter vite, etc. Et donc là, on est dans une influence de court terme. Il faut bien voir que très souvent, quand on fait cette échelle, cette hiérarchie entre ces influences multiples, l'influence de long terme est beaucoup plus importante parce qu'elle est beaucoup plus structurante que les deux autres. Troisième élément d'approche de l'influence, c'est qui veut-on influencer ? Qui veut-on influencer ? Et là, les choses deviennent beaucoup plus compliquées aujourd'hui qu'elles ne le sont hier. Quand on était dans les méthodes, alors voilà, quand on parlait uniquement de l'influence des États, on était sur quelque chose de relativement simple. Il s'agissait d'influencer essentiellement les chancelleries, c'est-à-dire les diplomaties, les ministères des Affaires étrangères. Bon, c'était à peu près simple. Et puis évidemment les gouvernements. Aujourd'hui, il faut influencer, bien sûr toujours, les pouvoirs publics, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, qui sont souvent dans beaucoup de pays, si on veut par exemple s'implanter, mais c'est le cas également pour les États, il faut influencer les ministères de l'économie, il faut influencer les collectivités publiques, un certain nombre, je dirais, d'acteurs qui sont des acteurs à un certain moment très importants, par exemple les parlements nationaux, mais aussi ce qui est l'équivalent de nos régions ou de nos départements, les collectivités des pays. Il faut voir que de plus en plus dans les actions d'influence, les parlements ont un rôle très important. Le Parlement européen, beaucoup d'entre vous le savent, mais également les parlements nationaux et de plus en plus les parlements régionaux qu'il va falloir convaincre des élus, alors avec des modes de conviction parfois variables selon les pays d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet, enfin, c'est un peu un sujet parfois. Il y a une série d'acteurs de ce type-là, mais il y a aussi beaucoup plus. Vous avez de plus en plus intérêt à influencer directement les autres entreprises pour essayer de montrer qu'il y a des alliances positives. Et dans cette influence positive, vous êtes aussi dans une action, disons-le, de guerre contre des concurrents. L'influence positive, ça passe aussi par le fait de donner une influence négative et de faire en quelque sorte qu'il faut savonner la planche, soyons parfaitement clairs. Et de plus en plus, le jeu commercial international, c'est comme ça qu'il se passe, savonner la planche, je dirais, de l'ensemble des concurrents. Et puis vous avez de plus en plus également les médias, qui comptent c'est très important dans l'image, je dirais, d'une marque, et dans les médias, évidemment, de plus en plus les médias sociaux. Les médias sociaux qui font ou qui défont une réputation. Je reviendrai là-dessus juste après, quand je parlerai de contre-influence, avec quelques exemples très importants. Et puis vous avez d'autres choses aussi. Les centres académiques, les organismes de recherche. Parce que le monde de l'entreprise n'est pas un monde qui est complètement coupé de l'université. Dès que vous parlez
j'aurai aussi l'occasion d'y revenir, et votre président en a parlé tout à l'heure, des normes, justement. Les normes, c'est aussi quelque chose qui est lié à des standards, à un certain nombre de bonnes pratiques, à un certain nombre de règles, et que sur la plupart des grands sujets, qui sont des sujets par exemple de développement industriel, qui sont des questions de normes environnementales, vous n'avez pas que, je dirais, des discussions entre spécialistes, mais vous avez aussi, bien sûr, des journalistes qui vont faire du plaidoyer dans tel ou tel sens, mais des universités qui vont faire de la recherche. Et puis vous avez, toujours en restant d'ailleurs sur cette question des normes et des bonnes pratiques, vous avez également l'ensemble des organisations internationales qui ont très souvent à leur côté des groupes d'experts, des comités. Alors il y a tous les comités divers de réglementation, les comités normatifs évidemment à Bruxelles, à la Commission, travaillés de manière beaucoup plus efficace d'ailleurs par d'autres lobbies que par les nôtres. Mais vous avez un organisme que j'aime bien citer qui s'appelle la CNUTSI. Vous connaissez tous la CNUTSI, j'imagine. La CNUTSI, bien sûr, moi avant de faire mon gros rapport en 2007-2008 pour le Premier ministre, j'en avais à peu près aucune idée. C'est la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, qui est juridiquement un organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont le siège est à Vienne, puisque vous avez un certain nombre d'organisations des Nations Unies, et qui discute d'une série de petits sujets, comme les sujets de sécurité électronique, enfin de sécurité dans les transactions électroniques, qui parle des questions de sécurité au sens juridique du terme, qui parle de la réglementation des assurances en matière de transport maritime international, tout petit sujet également, enfin un certain nombre de trucs qui déplacent quand même chaque année pas mal de milliards, si vous voulez. Et c'est un comité qui définit en gros ce qu'on appelle le droit souple, la soft law en anglais, sur tous ces sujets-là et qui tente à essayer de définir un certain nombre de règles et de normes comme étant des bonnes pratiques. Après, on va retrouver dans d'autres organisations internationales, comme par exemple l'OCDE, et qui vont graver dans le marbre après, y compris parce que ça a aussi un effet parfois sur les pays européens, même si cette organisation-là est internationale. Qui siège, je dirais, dans cette fameuse CNUTSI? Qui siège dans cette CNUTSI? Ce sont essentiellement des représentants combinés des États et du secteur privé. Et notamment, en ce qui concerne la partie américaine, vous avez une organisation que certains d'entre vous qui êtes juristes peut-être connaissez, qui s'appelle l'ABA, American Bar Association, ainsi que certaines de ses filiales, comme par exemple le City Bar of New York, qui sont extraordinairement présents. Vous avez des représentants d'un organisme d'apparence universitaire, mais qui est en fait le lobby, je dirais, des juristes britanniques, qui s'appelle la Law Society of England and Wales, qui sont extrêmement présents et qui finalement, sur tous ces sujets-là, où il est question de transactions, il est question de contrats, etc., finissent par imposer les standards anglo-saxons, et notamment de ce qu'on appelle le droit de la common law qui s'oppose au droit romano-germanique, ce qu'on appelle le droit continental aussi parfois, et qui impose plutôt ces standards-là sur tout ce qui est réglementation des différends, rédaction de contrats, etc., et normes contractuelles. Ça, c'est un exemple qui est très typique parce qu'il est vraiment à cheval sur ce qui revient aux compétences de l'État et ce qui revient évidemment de la préoccupation fondamentale des entreprises. Je crois qu'il faut avoir ça aussi en tête parce que c'est un exemple parmi d'autres. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des représentants du secteur pharmaceutique. Vous savez sans doute qu'il y a auprès de l'OMS, à Genève, l'Organisation mondiale de la santé, un certain nombre de comités qui tentent à définir les bonnes pratiques en matière thérapeutique pour soigner telle ou telle maladie, je ne sais pas, tel type de cancer, le diabète, enfin, que sais-je encore. Et il y a eu quelques scandales qui ont éclaté d'ailleurs il y a un certain temps sur ces sujets, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des laboratoires pharmaceutiques qui étaient peut-être un peu trop derrière des gens qui siégeaient dans ces différents comités chargés de définir les bonnes thérapies. C'est ce monde-là, je dirais, de l'influence que l'on tente à décrire. Donc les acteurs qu'il faut influencer, vous voyez bien, ils sont très, très, très nombreux. Il se trouve que, alors ça concerne plus les sujets de politique internationale, mais vous avez exactement la même chose
sur les sujets, je dirais aussi bien d'efficacité énergétique dans le bâtiment ou dans les transports, sur les sujets informatiques, sur les sujets de technique agricole, sur les sujets d'environnement, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, etc. Vous avez une multitude de réunions internationales, parfois aussi des salons professionnels, qui sont organisés à travers le monde. Moi-même, il se trouve que par le plus grand hasard, parce que j'ai été invité, étant un peu spécialiste de géopolitique, cette année, dans 5 conférences internationales sur les sujets majeurs de sécurité, où vous aviez, par exemple, le secrétaire général adjoint de l'OTAN, le secrétaire général de l'OSCE, un très grand nombre de ministres, des présidents de plusieurs États, de premiers ministres de plusieurs États, etc. Les présidents numéro 2 ou 3 des principaux think tanks, c'était un groupe de réflexion sur les sujets stratégiques et de sécurité internationale. Dans ces 5 conférences cette année, bien sûr, il y avait beaucoup de Français, j'étais le seul. Non pas parce que c'était moi, je ne suis pas particulièrement fier, je ne m'en vante pas, c'est vraiment pas le sujet, j'aurais préféré que l'on fût évidemment 5, 6 ou 7, mais quand sur ces sujets-là, où on définit quand même, on discute de sujets majeurs, comme les sujets de questions de prolifération internationale nucléaire, on parle de problèmes de sécurité, on parle des menaces d'ailleurs de cyberattaques, parce que c'est vraiment un des sujets majeurs aujourd'hui, les cyberattaques, alors pas uniquement d'ailleurs sur les entreprises, on y reviendra, mais également sur les États, etc. Les sujets de politique d'influence, les réseaux d'influence, les agents d'influence, tous ces sujets-là, eh bien, ceux qui finalement définissent petit à petit les standards, alors moi je suis assez aligné avec beaucoup de positions dans la plupart de ces, enfin, que certains défendent, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a très peu de Français. Je me rappellerai toujours, un jour j'étais à Nairobi à une grande réunion, c'était en fin 2007, pendant que je faisais ma mission du PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Je discute avec le patron du PNUE, donc le patron de cette organisation des Nations Unies. Et puis à la fin de la réunion, il me dit « Est-ce que vous avez encore un peu de temps ?» Je dis oui, après mon prochain rendez-vous, j'ai 10 minutes de battement. Il me dit, écoutez, venez avec moi. Et on discutait là-bas dans une grande enceinte du fameux rapport Géo 4, ou Géo, à l'époque c'était le rapport Géo 3, enfin je ne sais plus. C'était le grand rapport qui définit les bonnes pratiques pour lutter contre le changement climatique, etc. Discutent au sein du PNUE, c'est statutaire, non seulement les représentants des États, mais également les représentants des ONG, des universitaires, des experts, etc. Et puis Hakim Steiner, donc le patron du PNUE, me dit, vous voyez là, il y a 3 sièges vides. Je pense que vous avez compris. Pour vous dire que, et là, c'est encore une fois, je suis là à cheval, vous voyez bien, sur des questions qui ne sont pas uniquement des questions d'État, mais qui sont des questions d'acteurs économiques, et qui supposent effectivement, et ça ce sera dans les recommandations, parce que j'insisterai, d'avoir une mobilisation non seulement conjointe, mais probablement beaucoup plus importante que nous le faisons. Monsieur le Président, vous avez cité un certain nombre de chiffres tout à l'heure, je dirais, dans votre intervention, sur le fait que nous soyons sur certains sujets, y compris d'ailleurs les questions de veille, de sécurité, peut-être un peu sous-armés. Je pense que dans les sujets d'influence, nous sommes également, et je pense que nous ne déployons pas les moyens suffisants. Et je veux dire comment on pourrait faire les choses mieux, parce que je ne suis pas là pour me plaindre, je suis plutôt celui-là pour, et surtout qu'on a vraiment le potentiel pour le faire, pour essayer d'aller plus loin. Donc je parlais des acteurs de l'influence, des récipients de l'influence. Maintenant, les acteurs de l'influence. Et j'allais dire, les acteurs de l'influence, ce sont les mêmes. Le vrai sujet, c'est que l'influence est totalement liée à la question aussi de l'information. Et le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on collecte l'information. Bon, ici, je dirais de gendarmes qui sont là et qui savent ce que c'est que la collecte de l'information. On va pas mal travailler avec un certain nombre de représentants de la gendarmerie. La collecte de l'information, c'est une information qui parfois est une information tous azimuts. Donc je vous donnerai un seul exemple, parce qu'il est amusant et qu'il est tard, mais qui est un vrai exemple. Un jour, je discutais avec quelqu'un qui avait été un vétérinaire en Haïti, qui était un coopérant français, un médecin vétérinaire français, absolument remarquable. Et il était là dans un programme de coopération pour essayer d'aider les Haïtiens à améliorer, à lutter contre les épizooties, à améliorer les qualités de traitement, la longévité de vie des animaux, évidemment, dans ce pauvre pays qu'est Haïti. Et puis, évidemment, il se parcourait le pays à un certain moment, c'était plus de 15 ans. Et puis il avait une série parce qu'il discutait avec les gens, c'est le créole.
haïtien. Et donc il discutait avec les gens. Et puis il avait senti que sur le plan politique, il y avait des choses qui évoluaient. Il y a un moment, juste avant le renversement du président Aristide. Et un jour, il voit l'ambassadeur, et il lui dit, vous savez, monsieur l'ambassadeur, voilà, je fais une tournée des fermes, et je sens qu'il va se passer quelque chose dans le pays, voilà, donc il fait une sorte de petit rapport. L'ambassadeur, je ne sais pas qui c'était, je ne veux pas le savoir, peu importe, et il m'a dit, en gros, écoutez, occupez-vous de vos poules, et moi, et de vos vaches, et moi, je m'occupe de la politique. Évidemment, rien vu venir. Donc ça veut dire que derrière, d'ailleurs ça va presque être une transition après pour l'autre sujet, qui est le sujet de la compréhension du risque politique, il faut mobiliser l'ensemble des sources d'information et essayer de percevoir les différents signaux. Et donc il faut voir que l'ensemble des acteurs de l'influence, c'est-à-dire les gens qui connaissent, sont aussi des acteurs, enfin les acteurs de l'information sont aussi très souvent des acteurs de l'influence. Influence et information sont totalement de pair. Vous avez par exemple, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé, quand vous allez en Suède. En Suède, j'ai vu les gens de ce qu'on appelle, pas en suédois parce qu'ils parlent tous anglais là en Suède, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sida, mais qui n'a rien à voir avec la maladie, mais qui est en anglais le centre en gros le ministère de la coopération, le centre pour le développement international. Ils sont très présents dans 35 pays. Alors il faut savoir, les Suédois, ils sont extrêmement idéalistes. Moi je les aime beaucoup, ils sont aussi très réalistes. Idéalistes et réalistes. Et ils sont les deux, c'est-à-dire qu'ils ont une politique vraiment de développement remarquable, centrée sur le besoin des populations, vraiment marquée par un idéal, et je le dis vraiment sérieusement et sans aucune ironie, mais sauf que tous les gens de ce service-là, dès qu'ils ont une information utile sur le contexte, sur ce qu'ils voient, sur les entreprises, sur les concurrents, je ne suis même pas là dans ces histoires de menaces terroristes ou sur ce genre de choses, eh bien ils transmettent, ils ont un interlocuteur. Moi ce qui m'a beaucoup frappé, y compris en discutant avec pas mal d'officiers généraux qui pouvaient parfois être à la retraite, faire des missions pour l'OSCE dans un pays. J'en pense à un qui faisait, à un moment où moi-même j'étais à Sarajevo, qui faisait des enquêtes sur la collecte des armes à sous-munitions en Bosnie. Mais il avait plein d'informations sur ce qui pouvait se faire et ne pas se faire. Et il disait, bon ben voilà, j'allais voir les gens au ministère de la Défense, voir les gens des services, etc. Je n'ai pas d'interlocuteur. Alors j'ai des copains, j'ai des relations, donc on transmet à des copains, etc., informellement, des informations, dire ça peut t'intéresser, etc. Bon, voilà, entre officiers supérieurs ou généraux, ils se transmettent des trucs. Ok, c'est très bien. Et donc je crois que le vrai sujet, c'est comment faire en sorte que l'ensemble des acteurs économiques, de manière non concurrentielle, parce qu'il y a aussi une tendance française, c'est mon information, c'est mon secret, je la garde. Et ça ne bénéficie à personne, pas plus à soi d'ailleurs qu'aux autres. Comment organiser ce partage et cette remontée d'informations? Et comment faire aussi pour que chaque Français qui est à l'étranger, qui voyage, qui fait, ce qui m'arrive évidemment plutôt 40 fois par an ou 30 fois par an, qui fait des conférences à l'étranger, je parle totalement librement de ce dont j'ai envie de parler, ce n'est pas le sujet, comme tout le monde, et chacun doit pouvoir parler librement, eh bien j'essaye aussi d'avoir toujours l'idée, l'image de mon pays, l'intérêt de mon pays, sa réputation, eh bien, sont toujours défendus et protégés. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, taire des choses. Quand il y a des gens qui disent « oui, mais enfin ça ne va pas bah, », oui, ça ne va pas. Mais voilà comment on fait, et voilà pourquoi, même si les choses ne vont pas, on a un potentiel extraordinaire. Je pense qu'il y a un certain nombre de réflexes qu'il faut avoir. Et puis, il faut que les différents acteurs essayent de se mettre ensemble. Il y a un moment où à la suite de mon rapport pour le Premier ministre en 2007-2008, où j'ai présidé une organisation qui s'appelait Initiative pour le développement de l'expertise à l'international et en Europe. Je suis maintenant président d'honneur, donc un peu détaché, parce que après 5 ans et demi, travaillant 8 ans sur ces sujets d'expertise internationale et d'influence, j'ai voulu un peu passer aussi à autre chose. Et dans cette organisation, nous avions à un certain moment monté des groupes de travail. Excusez-moi, je suis déjà dans les propositions, d'une certaine manière, mais tant pis, c'est dans la logique. Nous avons monté des groupes de travail. Un groupe de travail de juristes, un groupe de travail de spécialistes de questions de défense, un groupe de travail spécialiste des questions d'urbanisme, transport, aménagement urbain au sens large, plus quelques autres encore, aussi sur les questions de tourisme, qui est aussi un secteur transversal. La question de l'industrie touristique, c'est absolument... Alors nous, on n'était pas sur le tourisme en France, mais on était sur la projection de nos industries touristiques à l'international. C'était autre chose, mais tout aussi fondamental, bien sûr. Eh bien, on avait essayé de mettre ensemble, d'abord, premièrement, l'ensemble des acteurs.
Je pense notamment à ce groupe de juristes. On avait mis déjà ensemble les avocats, les notaires, les profs de droit, les huissiers, la chancellerie, plus encore quelques autres, je pense qu'il y en avait quelques autres, des organisations aussi qui s'occupaient de ça. Il y avait un organisme du ministère de la Justice qui s'occupait de coopération militaire internationale, il y avait une fondation qui s'appelle la Fondation pour le droit continental, enfin bon, on avait différents acteurs. Pour déjà échanger sur, d'abord, qu'est-ce que vous percevez sur les problèmes que nous avons en termes d'influence de nos normes juridiques. Deuxièmement, bon, prenons un exemple, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez quoi? Il y a combien de réunions internationales sur les sujets juridiques importantes à travers le monde? Alors, vous avez des choses régionales, vous avez aussi des réunions mondiales. Ça peut être sur les sujets du droit de la propriété, ça peut être sur le cadastre, ça peut être sur les contrats, ça peut être sur un truc que personnellement je ne maîtrise pas toujours. Faisons la liste. Et on s'est aperçu que personne n'avait une liste exhaustive. Et je peux vous dire que dans le sujet, alors je connais mieux, parce que le sujet c'est plutôt le sujet de géopolitique et de défense, mais sur les sujets de défense et de géopolitique et de politique internationale, personne n'avait non plus la liste à peu près exhaustive, tenue à jour avec actualisation des grandes réunions internationales où il faut être, enfin il faut entre guillemets, où il faut que la France soit à des niveaux de représentation qui peuvent être extrêmement variés. Ça peut être au niveau du ministre, ça peut être au niveau des fonctionnaires, plutôt des experts, des professeurs, ça dépend. Pareil pour le droit. Il y a des tas de réunions où on parle. Alors, il y a un grand sujet à la mode dans beaucoup de pays, c'est le PPP, un partenariat public-privé. Mais alors derrière, vous avez, j'ai simplifié, je ne suis pas juriste non plus, enfin, je fais pas mal de droit, mais je passe vraiment un vrai jury. Il y a les PPP à la française et les PPP à l'américaine. Pas la même chose. Derrière, il y a des questions d'équilibre financier, il y a des questions de mode contractuel totalement différents. Quand on voit le marché des PPP, quand on voit combien c'est un outil important de développement dans beaucoup de pays, on s'aperçoit que c'est très important d'essayer d'imposer nos propres pratiques pour le développement des PPP qui sont conformes à nos intérêts de nos entreprises, Vinci ou autres, etc., plutôt que celles de nos amis, amis, je crois vraiment que ça sont des amis, mais concurrents américains quand même, aussi, notamment. Et je crois que c'est cette capacité de mettre ensemble les gens et de dire, alors nous on avait imaginé, dans ces groupes de travail, un truc très simple, on avait imaginé, j'allais dire, une fiche départ et une fiche retour. La fiche départ, c'était, mais voilà, qui doit y aller? Alors déjà, on va dire, il ne faut pas aller partout, on ne peut pas. On va sélectionner ce qui est vraiment important, bien sûr. Mais à partir du moment qui doit y aller, alors on désigne plutôt un profil de personne. Après, se posent des questions très concrètes. En France, on n'a pas d'argent. Qui finance le billet d'avion, l'hôtel, l'inscription? Non, mais attendez, mais c'est absolument dramatique. On est très souvent sur des sujets de ce type-là. On est sur des sujets de ce type-là. Qui finance ça? Bon. Après, la personne y va. Puis on lui dit, bah alors, si tu y vas, c'est très bien, mais alors, pourquoi faire? Alors, pas uniquement. Ce que tu dis, surtout si ces personnes universitaires, tu dis ce que tu veux, c'est pas le problème. Mais en revanche, dans ces conférences, c'est intéressant de sentir le pouls, de voir ce que les gens racontent, des tendances, de prendre des documents, de prendre des papiers, d'échanger des cartes de visite, enfin, un truc très simple. Et puis donc on essaye de faire une sorte de liste en laissant un peu de liberté de marge de manœuvre, surtout, c'est très important à la personne. Et puis après il y a la fiche retour, c'est-à-dire, ben voilà, fiche retour, maintenant le débriefing. Débriefing, alors qui peut être dans des cadres très différents. Dans certains cas, ça peut être un cadre très restreint, fermé, confidentiel. Il y a parfois des choses qui relèvent plutôt du secret qu'il ne faut pas partager. Et puis il y a des choses qui sont au contraire. Partageons cette information. Et je crois qu'il y a des méthodes assez simples à envisager, et je crois que d'ailleurs notamment pour les entreprises, alors ça peut être au sein, Monsieur le Président, de la Chambre de commerce, ça peut être au sein d'autres secteurs, d'autres groupements analogues, il faut essayer d'être ensemble pour des grands secteurs d'activité, des choses un peu globales. Il faut être capable aussi de partir. Je vais vous donner un autre exemple, c'est une dernière chose que j'ai faite quand j'étais encore président de cette association, IDEFI. Nous avons monté au Vietnam deux journées sur l'expertise française en matière d'urbain. Sur des marchés au Vietnam, dans ce secteur, c'est 4 milliards d'euros par an, donc pas tout à fait rien. Avec des difficultés, des problèmes. Bon, le Vietnam est un pays que je connais très bien, je l'ai très souvent, mais beaucoup de sujets. Mais ce marché est considérable. Le marché de l'urbanisme, c'est quoi? C'est l'aménagement urbain, c'est la voirie, c'est la téléphonie, c'est l'assainissement, c'est l'environnement. Alors, j'y parlais tout à l'heure d'efficacité énergétique dans les transports et le bâtiment, c'est toutes ces choses-là. Et bien, on a fait le truc, mais ça a été alors, quasiment aucune subvention. On a puisé sur les fonds propres, quasiment rien. On a eu, avec l'équipe qui était avec moi, on faisait tout ça de manière bénévole en plus, je ne vous dis pas.
on avait une série de gens qui sont venus pour essayer d'identifier les entreprises à faire venir. Oui, pourquoi venir, c'est intéressant, oui, mais ça va prendre 3 jours, puis le billet d'avion, c'est 1 000 €, et puis, etc. Bon, enfin, il y en a quand même qui sont venus. Moyennant quoi, on avait comme 80 personnes. On a mené ça quasiment sans aide des pouvoirs publics, ou avec des aides extrêmement limitées, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Je ne vous dirai pas les subventions que telle région nous a accordées, 1 000 € pour une région, enfin sur des trucs pareils, enfin bon, passons. On a fait un truc. Et on avait donc 80 personnes, à peu près moitié, un peu plus de la moitié vietnamiens, plus français, plus quand même, on avait Dieu merci, on avait Business France, on avait l'Agence française pour le développement qui était là, qui a pu donner 1 000 € aussi, on a eu, etc. Bon. Et puis après, on s'est dit, mais il faut recommencer l'opération. J'espère que, là encore une fois, les choses pourront recommencer. Faire ça au Vietnam, mais faire ça aussi au Brésil. Et je crois que ce sont effectivement un certain nombre d'opérations, je dirais aussi pour les chambres de commerce, peut-être pas, Monsieur le Président, une chambre, peut-être pas uniquement la vôtre, mais avec d'autres chambres, sur des secteurs bien identifiés, à vous de voir lesquels. Se dire, voilà, allons dans les pays pour essayer de faire des opérations pour vendre la Maison France, et prenons les acteurs, essentiellement les PME, qui ne peuvent pas aller toutes seules. On va redire pourquoi tout à l'heure après. Je crois que c'est très important. Et donc ces acteurs, encore une fois, de l'influence, vous voyez bien, ce sont les acteurs, ce sont les entreprises, ce sont les ONG de plus en plus, ce sont des experts individuels, ce vétérinaire isolé, ça peut être un médecin, moi j'ai vu des médecins extraordinaires, des médecins tropicaux extraordinaires quand j'étais au Sénégal, aussi avec qui j'ai beaucoup discuté, qui font des trucs, ce sont souvent des ingénieurs de tas de groupes sur l'eau, sur le bâtiment, et je crois que c'est l'important de mettre ensemble et de leur donner confiance. Et je suis toujours heureux quand je vois des initiatives ensemble que les gens peuvent prendre. Alors derrière, il y a aussi, je dirais, la contre-influence. Et la contre-influence, elle est totalement déterminante pour une raison qui est, je crois, très simple. C'est qu'on est dans un monde où, par définition, on cherchera non seulement à vous attaquer, je ne parlerai pas trop de cyberattaques, sur lesquelles je crois que vous avez eu de très bons exposés, et très bonnes présentations et discussions tout à l'heure, mais vous avez un certain nombre d'autres types d'attaques systématiques, qui peuvent se révéler. Alors, je vais prendre une entreprise, un exemple simple, pour faire comprendre les choses, pour ceux qui n'étaient pas avertis, qui est un exemple fictif. Je prendrai volontairement un exemple fictif. Prenons un exemple d'une entreprise, alors comme c'est enregistré, je ne vais pas citer cette entreprise, une grande entreprise française de fabrication de pneus, par exemple. Bon. Bien, cette grande entreprise, tout à coup, va pouvoir être attaquée. Sur Internet, on va voir un type quelque part en Malaisie qui va dire « Ah oui, j'avais les pneus ». Et ces pneus ont éclaté de manière subite. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui va faire un tweet, pas identifiable, je ne sais où. Alors ça va être plutôt, je ne sais pas, au Kenya, qui va dire à peu près la même chose. Puis tel autre qui va dire la même chose du côté du Kazakhstan, puis de l'Argentine, etc. Puis tout à coup, il va y avoir une sorte de rumeur qui va dire « Oh là là, mais c'est extraordinairement dangereux parce que les pneus sont des pneus très dangereux qui éclatent ». C'est totalement faux. C'est totalement faux. D'ailleurs, peu importe que ce soit faux ou vrai, d'une certaine manière, nous sommes, comme disent les Américains, dans le monde de la post-truth politics. Peu importe. Mais nous sommes à un moment où, évidemment, des concurrents, qui sont les marques et peuvent facilement déstabiliser le concurrent français Intel. Uniquement en faisant, et ce sera quasiment impossible de retrouver la source, en dénigrant sur un plan mondial pour ce fabricant mondial, une marque. Dans certains cas, ça peut être d'ailleurs, et je vais le dire tout de suite, ça peut être une très bonne chose. Parce que vous avez aussi des entreprises qui fabriquent des médicaments avariés, il y a eu des histoires scandaleuses de lait pour enfants contaminés, que vous avez des produits qui sont des produits cancérigènes avec des lobbies qui les maintiennent en circulation, etc., etc. Donc je veux dire... Je ne suis pas en train de me plaindre de cette mondialisation et du rôle des médias sociaux, parce que je crois que les lancements d'alerte sur certaines choses est encore une fois salutaire. Mais vous avez quand même cette tendance-là qui peut être utilisée à toutes les fins. Et donc il faut être capable, dans un cas de situation, de ce qu'on appelle de situation de crise, avec tout ce qui va avec communication de crise, etc., de gérer cette affaire. Il y a des gens qui savent à peu près faire ça, c'est de plus en plus compliqué aussi, il faut le savoir, sur un plan effectivement international. Et la communication d'un groupe sur ce type de sujet ne doit être ni dans le déni, autosatisfait et béat, ni, je dirais, dans le battage de coulpe permanent.
Donc ça veut dire aussi que les entreprises doivent s'armer pour, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà dit ou suggéré, que les entreprises doivent aussi s'armer pour surveiller tout cela. Et cette surveillance-là, elle est indispensable aujourd'hui. Le deuxième élément, je dirais, de contre-influence, c'est qu'il faut que vous sachiez, vous le savez peut-être d'ailleurs déjà, que vous avez un certain nombre, je dirais, d'agents de pays étrangers ou parfois d'entreprises étrangères qui répandent sur Internet, notamment, évidemment, ça peut être sur des comptes Twitter, je suis un grand utilisateur de Twitter, je le vois, puis comme je tiens parfois des propos qui peuvent prêter à débat, disons, je suis régulièrement attaqué par certains, c'est un champ ouvert à l'ensemble des agents d'influence. Ces agents d'influence, ce sont aussi des gens qui vont, lors de conférences internationales, ou parfois nationales, vous donner une carte, essayer de vous attirer peut-être pour un investissement bizarre dans un pays, mais qui vont aussi parfois attirer des hommes politiques à suivre littéralement les positions de tel autre pays. Ça aussi, ce sont des choses qui peuvent exister. Donc aussi bien dans le monde des entreprises que dans le monde de la politique, vous avez des gens qui essayent de défendre des positions, qui agissent de plus en plus auprès des journalistes. Alors ça vaut aussi pour le monde de l'entreprise, sur les marques, contre une marque. Ça vaut pour vendre aussi un pays. Et ça vient, c'est la transition que je voulais faire avec l'analyse de risque, aussi parfois pour complètement écorner, changer radicalement l'image d'un pays. Au point de faire prendre aux investisseurs ou à des gens qui veulent avoir des accords commerciaux, quelque chose, avoir un comportement, je dirais, probablement avec tout marqué par trop d'indulgence. Alors l'analyse de risque politique, qu'est-ce que c'est ? Je vais répondre parce que je vois que l'heure tourne, je vais essayer de dire les choses de manière peut-être un peu rapide. Ça consiste à se demander si lorsque l'on va aller dans un pays, quel qu'il soit, comme je disais, pour faire un investissement ou avoir un partenariat, est-ce que cet investissement-là est un investissement risqué, très risqué, moyennement risqué, pas risqué, peu risqué, etc. Donc vous allez définir une échelle de risque qui dépend bien sûr du pays, je vais y revenir, mais qui dépend bien sûr aussi de la nature de l'investissement, de la trésorerie de l'entreprise, des fonds propres de l'entreprise, et évidemment de l'espérance de retour sur investissement dans une durée donnée. Ce n'est pas la même chose quand on fait dans un pays un investissement de 25 ans, enfin qui sera rentable plutôt dans 25 ans, et qu'on est sur un énorme projet où on investit des milliards ou le quart du chiffre d'affaires de l'entreprise, ou si on est sur un investissement dont on espère un retour dans les 3 ans qui viennent, et où on investit 3% du capital de l'entreprise. On n'est pas du tout dans la même situation. Et l'analyse de risque politique, ça consiste à se demander, en essayant de faire une analyse multicritère, pour savoir si le pays dans lequel on va aller est un pays sûr, sur plusieurs plans. Alors je dis analyse de risque politique, mais derrière les aspects politiques, il y a des aspects différents. L'aspect juridique. Vous avez cité, c'est un exemple extraordinaire, l'exemple de BNP Paribas et des États-Unis. Je pense que c'est un des exemples les plus significatifs qui soient. J'en ai discuté avec pas mal d'amis banquiers. Personne ne comprend, et je peux vous le dire, personne ne comprend, rationnellement et après coup, comment ça a pu arriver. Tous les éléments d'alerte, je dis bien, tous les éléments d'alerte étaient là. Il y avait des gens qui avaient prévenu, qui savaient effectivement quelles étaient les pratiques, je dirais, américaines, notamment des juges américains, de certains juges américains, c'est de là qu'il s'agit en la matière. Il y a eu déjà certaines autorités françaises qui étaient venues auprès de la banque et qui ont dit un certain nombre de choses, mais il y a un certain moment où ça a été évacué, on n'a pas fait attention, etc. Je peux vous donner un autre exemple d'une autre grande banque, et là c'est un exemple vraiment personnel, mais bon, je ne cite pas la banque puisque ça peut être diffusé, une grande banque française qui a investi, racheté d'ailleurs après une autre banque, en Russie en 2005. Il se trouve que j'ai raconté, je trouve que le représentant qui était nommé à ce moment-là était un ami. Toujours un ami d'ailleurs, mais enfin, il n'est plus en fonction dans cette banque. Quand il est allé là, en Russie, moi je lui ai dit, écoute, honnêtement, c'est un mauvais choix, il n'y pouvait rien, c'est-à-dire c'était l'ordre de sa direction, de sa hiérarchie,
c'est un mauvais choix, et ton investissement en Russie, ça ne va pas réussir, pour telle raison que je lui expliquais, risque économique, faiblesse du développement du pays. Quand je dis faiblesse du développement profond d'un pays qui essentiellement repose sur des matières premières, notamment pétrole et gaz, qui n'apparvient pas à développer un tissu suffisant de PME productives, qui, deuxième aspect, enfin je ne développe pas tout ça, bon après il y a les aspects démographiques, de santé publique, les aspects de corruption, etc., mais deuxième aspect, qui est en plus, qui pouvait être instruit, mais c'était en 2005, par l'histoire de la guerre en Tchétchénie, qui est en plus un pays géopolitiquement instable et, à mon sens, profondément dangereux pour la stabilité du monde occidental. On l'a vu après, en Géorgie, en Ukraine, en Syrie. Mais je dis, de toute manière, il y a un tel risque que, de toute manière, c'est un pays qui va se trouver à un moment affronté à des politiques de sanctions, qui va se trouver dans une politique de tourmente internationale et qui, en plus, son développement économique n'est pas profond. On dit, mais non, t'exagères, etc. Et la plupart des gens pensaient, j'ai parlé d'autres groupes avec qui j'ai discuté dans les années 2007, 2008, 2009 de ce pays. Moi-même, j'avais enseigné pendant 2 ans, jusqu'à ce que le doyen de l'endroit où j'enseignais s'exile. Eh bien, je voyais très bien comment ce pays évoluait. Eh bien, je peux vous dire que cette banque en question, elle a provisionné l'année dernière, je ne sais plus si c'est entre 700 ou 800 millions d'euros de pertes. Je ne prétends pas que si on avait écouté, j'aurais pu éviter. Je pense qu'il y a d'autres gens qui ont dû tirer la sonnette d'alarme. Et je ne prétends pas que ce soit même difficile de tirer la sonnette d'alarme. Mais il y a un moment où il faut essayer d'analyser objectivement, sans écouter nécessairement d'ailleurs les équipes sur place, qui au bout d'un certain temps, que ce soit des ingénieurs et des commerciaux, d'abord n'ont pas la formation d'esprit pour savoir cela et pour analyser, etc. Et puis finissent par ne plus avoir de distance par rapport au pays. Et ensuite, il faut mettre en place dans les entreprises des systèmes de reporting interne. Je vous donnerai un deuxième exemple. Moi, je vois encore un certain nombre d'amis dans les secteurs industriels d'investissement qui décident d'investir à Hong Kong. Et où je suis allé il y a quelques temps, pour discuter avec pas mal de monde. Moi, j'en ai fait une conclusion que je vais résumer très rapidement, même si j'aime beaucoup Hong Kong. Premièrement, c'est un pays qui, par rapport au PIB chinois d'ensemble, est passé, je parle de mémoire, en 15 ans, de 15% du PIB chinois à 2% du PIB chinois. Donc ça veut dire que Hong Kong, qui était important, voire vital, pour la République populaire de Chine, l'est devenu nettement moins. Que deuxièmement, la Chine a décidé dans une politique volontariste de déplacer la plupart de ses investissements importants, centres d'affaires, etc., à Shanghai. Que troisièmement, s'il y a une chose que les Chinois ne supportent pas, c'est le trouble politique, le désordre, la contestation. Hong Kong, vous savez que, de manière parfaitement juste, on voit quand même des gens libéraux, au nom des libertés, protester contre la mainmise de plus en plus forte du pouvoir de ce qu'ils appellent mainland China, c'est-à-dire la Chine continentale, qui a gobé Hong Kong à la suite de la cession, de la fin de l'accord avec les Britanniques. Et donc, de toute manière, écraser la question, sachant qu'ils savent que personne ne va leur faire la guerre pour ça, va se déplacer, va protester, enfin, il y aura des protestations, voilà, on dit des paroles verbales. Bon. Donc, ça veut dire que la question de Hong Kong pour les Chinois n'est plus une question déterminante. Que peut-être qu'un jour, il va y avoir un sacrifice. Alors, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller du tout, ça dépend, encore une fois. Et pas plus que je ne dirais, il ne faut pas du tout aller en Russie, indépendamment de la politique de sanctions, que personnellement, j'approuve pour d'autres raisons. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller du tout. Mais il faut y aller pour des raisons qui soient des raisons rationnelles, avec des investissements calibrés. Troisième exemple, l'exemple de l'Égypte, un pays que je connais aussi, que j'aime beaucoup personnellement. Je rencontre un de mes amis d'un grand groupe, puis il me dit, oui, spécialiste de nouvelles technologies, un type que j'aime beaucoup, très subtil, très fin, on est d'Égypte. Et puis je lui dis, est-ce que tu as remarqué, est-ce que tu as un peu étudié les réseaux sociaux égyptiens? Il dit non, pourquoi? Je lui dis, tu verras, si tu prends un certain nombre de dissidents égyptiens, dans un pays qui est de plus en plus réprimé, de gens qui étaient manifestés sur la place Tahrir, j'en connais quelques-uns titres personnels que j'ai vus plusieurs fois en Égypte. Aujourd'hui, je ne sais pas si je le reverrai comme ça, ce serait trop dangereux, et pour eux et pour moi sans doute, mais bon. Mais sur Twitter, encore une fois, je suis assez aficionados de Twitter, ce sont des gens qui ont plus de 2 millions d'abonnés, 3 millions d'abonnés, enfin de followers, comme on dit, de suiveurs, etc. C'est extraordinaire.
Donc ça dit quelque chose sur le pays, ça dit aussi quelque chose sur l'influence, ça dit aussi quelque chose sur l'instabilité. Puis je lui dis, est-ce que tu as discuté avec les gens des services qui connaissent un peu les questions de sécurité là-bas, pour dire les choses simplement? Il a dit non, pourquoi? J'ai dit, quel est le rapport? Il dit, attends, tu veux faire conseiller des gens d'investir sur le secteur de nouvelles technologies? Bon. Est-ce qu'on t'a parlé de la question de la sécurité? Est-ce qu'on t'a parlé, pas trop en parler maintenant quand même publiquement, mais enfin de la rivalité entre les services de sécurité intérieure et l'armée, point majeur, entre le service du président, tel ou tel ministre, etc., etc. Ah non. Je dis, attends, il y a une question qui est quand même fondamentale, qui est jauger la crédibilité, la sécurité du pays, sa stabilité à moyen terme. Est-ce qu'on t'a parlé, je dirais aussi, je lui ai demandé, des incursions possibles de quelques personnes liées à Daesh, effectivement, dans tel ou tel coin bon. Quand vous êtes dans un pays, il faut savoir tout ça. Il y a un exemple, si vous voulez, sur la sécurité juridique. Il y a un exemple sur les questions, évidemment, de sécurité tout court, de prévision économique. Et ça fait partie des éléments, d'autant plus que vous allez avoir des gens et des agents d'influence, je pense notamment d'un pays que j'ai cité en premier, qui vont vous dire exactement le contraire sur le pays que ce qu'est la réalité de ce pays. Parfois même dans la sphère politique. Eh bien, je crois qu'il y a quelque chose sur lequel il faut faire très attention, c'est comment on peut, par rapport à ces multiples informations, essayer de les serrer, les mettre en vigueur, et comment on peut créer au sein d'une structure qui est une structure d'entreprise, ça vaut aussi pour les structures d'État, des structures d'alarme et d'alerte, pour qu'il y ait tous les points de passage obligés, pour que les analyses importantes sur les éléments de sécurité à moyen terme et de risque à moyen terme parviennent. Définir le système contractuel. Si vous allez, pour un grand exemple sur l'Égypte, et j'ai eu le même exemple sur l'Algérie, vous signez un contrat, vous êtes une entreprise française, vous signez un contrat. N'importe quoi. J'ai eu deux exemples de contrats, un sur les histoires d'environnement, enfin, investissement d'économie d'énergie, et dans notre cas, c'était sur une histoire de livraison de lait. Vous signez un contrat, le contrat marche pendant 5 mois, 6 mois, puis après vous demandez quelque chose, vous voyez qu'il y a un problème dans la livraison, l'accomplissement des tâches, je ne sais pas quoi. Puis vous allez voir la partie du pays, et puis vous dites « Ah oui, il y a un contrat ?» « Ah bah oui, vous avez signé un contrat. Et alors ? What the point ? Oui, il y a un contrat. Bon, ben attendez, mais le contrat, oui, bon, voilà, là, il était valable, et puis on l'avait signé. Ah, mais attendez, c'était pour une durée de... Ah non, mais vous savez, les choses sont parfois plus compliquées, etc., etc. Il y a des pays où c'est commun. C'est commun, ce genre de choses. Bon, il faut le savoir. Mais il y a des gens d'entreprise, ils ne savent pas, qui pensent, effectivement, on a un contrat, on a un document, c'est génial, puis en plus, c'est bien profitable. Super. Oui, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est aussi des éléments, je crois qu'il est très important. Troisième élément, c'est la question aussi liée à la corruption. Il y a des pays où les choses marchent à la corruption. Or, quand même, la France, et je crois qu'on peut en être fier, a signé un certain nombre de documents, dans le cadre notamment de conventions de l'OCDE, etc., de lutte contre la corruption. Beaucoup de pays le font quand même. Bon. Et puis, vous avez une entreprise à un moment qui est un peu tentée de faire ça, parce qu'elle sait que dans tel pays, malgré tout, un petit cadeau, une douceur, tel ou tel, ça arrange les choses. OK. Sauf qu'il y a un concurrent derrière, qui en fait 10 fois plus. Mais qui va venir, et ça c'est des exemples très concrets, où quelques entreprises françaises n'avaient, je peux dire, quasiment rien fait, enfin, c'était pas même rien fait d'ailleurs, c'était complètement bénin. Enfin, c'était même pas qualifiable sur le plan pénal, en tout cas, mais où un concurrent a monté l'affaire en épingle, a traîné l'entreprise, parce que c'était sur une sorte de contrat international devant les instances disciplinaires de la Banque mondiale, pour faire priver l'entreprise d'un accès au contrat de la Banque mondiale, que l'entreprise a dépensé plus d'1 million d'euros, parce que là on est dans les procédures américaines, et ça coûte cher, pour finalement avoir gain de cause, voilà, mais sauf que c'est le concurrent qui, entre-temps, évidemment, a pu s'implanter dans le pays. Vous êtes sur ces risques-là, et il y a des entreprises auxquelles je dis, attendez, quand vous faites quelque chose, vous voyez tous les risques. Pensez à ce qu'il y a derrière, il ne faut pas être parano, mais vous avez une série de personnes complètement malveillantes qui vont vous essayer de vous casser, évidemment, votre entreprise. Et je crois que c'est cette idée-là aussi, de cette surveillance permanente, elle est absolument indispensable aujourd'hui, je dirais, sur les marchés où nous sommes.
Je terminerai effectivement par quelques éléments. Je pourrais vous donner beaucoup d'autres choses sur l'analyse de risque politique, mais que faire? Alors premièrement, encore une fois, il y a quelques idées que j'ai déjà évoquées, se grouper avec d'autres, mener des actions ciblées par des grands secteurs à l'international. Je pense que sur l'analyse de risque aussi, je pense que c'est un sujet d'abord totalement méconnu en France, sur lequel il y a assez peu de choses. Il y a certes des analyses des banques, vous avez effectivement l'analyse des risques payés par la COFAS, etc. Mais je pense que l'analyse en profondeur, ce n'est pas quelque chose qui existe aujourd'hui. Et je crois qu'il est vraiment important qu'au sein des structures peut-être régionales, là aussi, il y ait une mutualisation d'informations qui soit mise en place, je pense. Ça existe, notamment en Bourgogne. Il y a ce qu'on appelle CCI International Bourgogne, que j'ai l'honneur de présider justement, qui travaille exactement dans ce sens-là. Et nous organisons environ une trentaine de manifestations à l'étranger chaque année. Et ces manifestations regroupent des entreprises bourguignonnes, souvent italiennes d'ailleurs, qui sont très actives dans ce domaine-là. Et on leur ouvre le pays, on leur ouvre les autorités du pays, on les assiste en matière juridique également, et on les met en garde contre tous ces risques que vous venez d'énumérer. Voilà, écoutez, c'est une chose que je trouve remarquable, mais justement, non, et je trouve que voilà, c'est-à-dire que alors il y a des groupes qui ne l'ont pas fait, je crois que c'est un exemple pionnier, mais qui aurait intérêt justement à être justement valorisé. Ce qui est aussi, je crois, tout à fait important, c'est de connaître, et c'est dans l'analyse des risques, mais c'est aussi dans l'analyse de l'approche des marchés et dans les stratégies d'influence, c'est bien sûr de savoir comment les pays fonctionnent, pratiquent. Alors il y a un aspect, c'est devenu un peu management culturel, il n'y a pas que ça, mais il y a derrière l'approche culturelle, effectivement, c'est-à-dire la connaissance culturelle des différents pays qui est indispensable. On ne négocie pas, je dirais, de la même manière avec un Vietnamien, avec un Thaïlandais, avec un Chinois, avec un Égyptien, avec un Saoudi, etc. Et connaître les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire, c'est très important. Enfin, je crois qu'il y a peut-être une dernière leçon qu'il faut avoir. Je disais se regrouper, mutualiser, premièrement. Je crois qu'ensuite, il faut savoir que dans le monde d'aujourd'hui, le pouvoir va au pouvoir, ou la puissance va à la puissance. C'est-à-dire que on prête beaucoup de puissance à ceux dont on anticipe qu'ils seront puissants demain. Et je pense que cet aspect, c'est un aspect, vous savez, c'est comme pour un investissement en bourse. Si vous vous dites que l'entreprise dans laquelle une entreprise va vraiment monter, etc., à tort ou à raison, vous allez dire, j'ai un peu d'argent à investir, je vais acheter des actions. Dans un pays où une entreprise, c'est à peu près la même chose, si on estime effectivement qu'elle est solide, qu'elle a des garanties, qu'on a des gens qui en veulent, qui veulent aller dans le pays, qui sont intéressés par le pays, eh bien on leur prêtera davantage. Moi, c'est une chose que me disait un de mes qui était notre correspondant au Vietnam, et c'est très très juste, qui connaît le Vietnam depuis maintenant 25 ans, qui est installé, qui est professionnellement depuis 18, etc. Il disait, mais au début de mon activité, j'agis comme conseil pour mettre les gens en relation, il connaît tout le monde, etc. Il disait, je voyais beaucoup d'entreprises françaises. Aujourd'hui, il me dit, je crois 75 ou 80% de ses clients sont étrangers. Il me dit pourquoi? Parce que souvent des Français pensent qu'on peut investir à l'international allez, on va y aller une fois. Et puis après on va tout faire à distance. On ne va pas prendre le temps. Et on ne va pas montrer une vraie envie du pays. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui se sent et qui est très important aussi. Et qui fait partie effectivement de l'image que l'on donne. Et on se dit, mais finalement, ça c'est quelqu'un qui en veut, qui vient plusieurs fois, qui prend le temps de venir, qui dépense de l'argent pour son billet d'avion, ses consultants, etc., qui y va. Et je crois que et ça, les Allemands, nos amis allemands notamment, mais aussi les Italiens, qu'on mésestime beaucoup trop, je crois, savent parfaitement le faire. Et ils montrent cette forme d'enthousiasme, et je crois que c'est peut-être une leçon un peu culturelle, mais qui me paraît vraiment importante. J'ai déjà été trop long. Vous avez eu en plus plusieurs discours, mais je pense qu'on a quand même un peu le temps d'échanger. Merci beaucoup, Monsieur Denzel. On peut applaudir notre invité. Merci beaucoup. Donc, à propos de la puissance, oui. Vous disiez tout de suite qu'un pays puissant ou une entreprise puissante, c'est un pays qui est perçu comme puissant, ou en tout cas dont on anticipe la puissance. C'est un pays dont on anticipe la puissance qui est perçu comme puissant. C'est-à-dire que c'est un pays dont on pense qu'il va se développer pour le futur, qu'il sera compétitif,
qu'il en veut. Mais c'est aussi un aspect de liaison, pardon, il y a aussi un aspect de liaison entre l'interne et l'externe. C'est-à-dire que qui sur le plan interne paraît compétitif, solide, stable, etc., c'est aussi, alors ça c'est aussi l'aspect d'attractivité dont parlait le préfet, c'est un pays dont on va vouloir aussi, dans lequel on va vouloir, avec lequel on va vouloir commercer, avec lequel on va vouloir s'allier, etc. Ça, je crois que c'est très important. En revanche, si le pays donne, à tort ou à raison, hein, encore une fois, je ne suis pas là dans la raison, je pense que la France a énormément d'atouts, mais qu'on considère, à tort ou à raison, que le pays est en déclin, qu'il n'est pas attractif, que l'image, je dirais, du pays... Alors il peut être sali par plein de choses, il peut être sali par des grèves, parce qu'il y a des tas d'ordures, malheureusement aussi par des événements tragiques que sont les attentats, on le voit avec l'histoire du tourisme, par une instabilité politique, par, je dirais, l'image politique, l'image que donne tel ou tel personnage politique dont on anticipe à tort ou à raison qu'il sera, qu'elle sera, etc., après, qu'elle aura ou il aura un rôle déterminant dans la vie du pays, ça joue aussi. Tous ces éléments-là contribuent à façonner. Mais je crois que pour un groupe aussi, c'est à peu près la même chose. C'est un groupe qui a une bonne réputation. Il faut savoir que, par exemple, les questions de ce qu'on appelle, je dirais, les normes sociales ou les normes environnementales, ou la responsabilité sociale ou environnementale des entreprises, ça joue de plus en plus. Parce que vous avez des ONG, on parlait des médias sociaux, aussi extrêmement vigilants, qui peuvent, encore une fois, à tort ou à raison, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, défaire la réputation d'une entreprise. Vous voyez la campagne que fait Engie sur le plan Engie, sur quand on vu dans le métro, on est une entreprise verte, économiquement, environnementalement responsable, etc. C'est important pour l'image interne, mais c'est peut-être encore plus important pour l'image extérieure de l'entreprise, pour sa communication. Et ça, c'est quelque chose qui va se faire dans le long terme. Et qui fait aussi que les entreprises doivent être au courant de ce que sont les normes, les standards. Aujourd'hui, il faut être vert. Plutôt bien, hein, je pense. Mais ça joue aussi dans l'image que l'on donne à l'extérieur. Voilà. Moi, j'avais un petit clin d'œil à vous, ça va vous rappeler quelque chose. Est-ce que la France est menacée de disparaître de la carte du monde ? Alors, voilà, effectivement, j'ai écrit un bouquin. D'ailleurs, si certains le veulent, je peux très rapidement leur dédicacer, si certains souhaitent l'acquérir. Je l'ai là, merci de le rappeler. Effectivement, c'est un livre que j'ai écrit à la suite de cette grande mission qui s'appelle « Quand la France disparaît du monde », et qui n'est pas du tout une prévision, qui n'est encore moins un souhait, bien sûr, mais qui est plutôt une sorte de cri d'alarme pour agir. Et voilà, donc si certains souhaitent, notamment celui-là ou d'autres, je le fais avec plaisir, mais sous le contrôle, j'allais dire, de mon chauffeur occasionnel, très occasionnel, mais très sympathique quand même. Merci. Monsieur Tenzer, vous avez évoqué deux grandes banques, je crois qu'elles avaient tous les moyens possibles et imaginables pour s'informer et pour aller en toute connaissance de cause dans les pays que vous avez indiqués. À l'inverse, je dis que les PME, les petites entreprises dans nos départements, comme elles n'ont pas ces moyens, eh bien, paradoxalement, elles prennent beaucoup plus d'informations et elles vont beaucoup plus auprès d'organismes pour avoir ces informations. Mais existe-t-il au plan national un organisme centralisateur, en France on sait bien faire, hein, on est même les champions là-dedans, qui permettent d'avoir une information, je dirais, la plus large possible, la plus exhaustive possible et la plus précise possible quant au risque que cette entreprise est capable de courir dans ce pays en question. Alors, je pense qu'honnêtement, non. Je vais vous dire honnêtement non. Encore une fois, vous avez des analyses économiques de la COFAS qui jugent les pays, qui jaugent les pays, qui donne une sorte de ce qu'on appelle de score, de rating, on dit en anglais, sur le barème, pays très risqué, moins risqué, etc. Bon, oui. En revanche, moi je vais vous dire quelque chose. C'est la méthode que font aussi, ce que je fais moi-même quand je peux agir sur ce sujet-là, mais que font la plupart des analyses de risque des entreprises, surtout américaines, britanniques, d'analyse de risque. Il faut croiser les informations. Il faut aller dans le pays. Moi, c'est une méthode que j'ai, et que je fais aussi sur le plan intellectuel quand je veux découvrir un pays. Je vais dans un pays, j'y reste entre 8 et 10 jours. Je m'arrange pour voir entre 20 et 40 personnes, d'horizons les plus divers. Des chefs d'entreprise, des politiques, des universitaires, des ONG, etc. Divers, des journalistes, des investisseurs. Pose des questions évidemment bien ciblées, préparées avant quand même par un peu de documentation et un peu de lecture, c'est sûr.
Je sens le terrain, je me balade, je regarde. J'essaye, même si je peux, en anglais, je vois les gens qui baragouinent 2-3 mots, j'essaye d'avoir un peu une analyse. Je discute même avec les chauffeurs de taxi, avec des gens de la rue. Bon. Et j'ai quelque chose qui est personnel, qui à un moment donné, quand on a, je dirais, un tout petit peu d'intuition du pays, on apprend énormément. Tout le monde fait comme cela. Il y a des éléments de base, il y a des éléments d'intuition, il y a des chiffres, il y a une capacité d'analyse. Ce n'est pas une machine qui fait ça, ce n'est pas un organisme centralisateur qui peut faire ça. C'est comme, vous savez, j'ai beaucoup travaillé, j'avais fait un de mes premiers rapports avec l'amiral Langsad, c'était un rapport sur une évaluation générale de notre système politique étrangère et de renseignement. En renseignement, il y a deux renseignements. Il y a l'enseignement technique, on le sait, qui est très important, bien sûr, il faut, on l'a vu avec les histoires récentes. Et puis il y a ce qu'on appelle le renseignement humain. Je sais que nos amis de la gendarmerie le savent aussi. Le renseignement humain est absolument déterminant. C'est exactement la même chose pour l'analyse de risque. C'est exactement la même chose. Enfin, il y a des points communs parfois d'ailleurs là-dessus, ça va sans dire. Mais il y a aussi, je dirais, cette idée-là qui me paraît vraiment fondamentale.